qu'on va mener l'enquête pour remonter aux origines de l'eau sur Terre. C'est parti. Avec notre nouvel invité, nous allons faire donc un voyage dans le temps et dans l'espace pour remonter jusqu'aux origines de l'eau. Pour faire ce voyage, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Michel. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Bonjour Patrick Michel, installez-vous. Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien, spécialiste des astéroïdes et des impacts cosmiques. Vous avez joué un rôle clé dans plusieurs missions spatiales internationales, comme la DART de la NASA et ERA de l'ESA. Donc ça, ce sont des missions spatiales qui étaient destinées à dériver des astéroïdes. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'origine de l'eau sur Terre. Et pour ça, on a besoin de remonter loin, très loin dans le temps, jusqu'où on doit remonter. Alors c'est ça. Alors en fait, là, on a regardé depuis l'espace la Terre. Maintenant, on va regarder depuis l'espace en dehors. Et en fait, tout a commencé dans notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Plus précisément 4,567, c'est facile, milliards d'années, quand notre Soleil, notre jeune Soleil, était entouré d'un disque de gaz et de poussière. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que les poussières ont commencé à rentrer dedans à très basse vitesse, donc à s'agglomérer, un petit peu comme les poussières sous nos meubles. Sauf que certaines ne sont pas contentées de rester à des tailles centimétriques comme sous nos meubles, mais ont commencé à grossir de plus en plus pour former des planètes. Et ça nous a permis d'aboutir à ce système solaire qui est représenté ici, où on a vers la gauche les planètes telluriques parce qu'il fait chaud, donc plutôt riches en roches, voire en eau pour la Terre. Et puis beaucoup plus loin de nous, des planètes gazeuses, géantes, voire glacées. Mais entre les deux, on voit qu'entre Mars et Jupiter, on a une ceinture d'astéroïdes. Donc ce sont en fait les restes des briques qui ont formé les planètes, puisqu'une partie du matériau d'origine n'a pas grossi au stade de planète. Et donc le reste s'est parqué entre Mars et Jupiter. Bon, là, vous nous avez raconté ça en 30 secondes. Ça a mis combien de temps à se faire tout ça ? Alors ça a mis... alors Jupiter a été formé la première dans le premier million d'années d'existence du système solaire. 1 million par rapport à 4 milliards, c'est rien du tout, donc c'est très court. Et la Terre s'est formée à peu près la première centaine de millions d'années. Donc les 100 premiers millions d'années ont été consacrés à la formation des planètes. Et puis ensuite, et d'ailleurs tout ne s'est pas passé tranquillement, et la preuve en est, c'est que au départ, une planète qui devait être sèche comme la Terre, eh bien finalement est riche en eau. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'eau qui est volatile, qui s'évapore à haute température, eh bien, ait pu être transportée sur la Terre. Alors, il y a une première théorie pour expliquer justement cette arrivée de l'eau sur Terre. Ce serait donc une venue depuis l'espace, c'est ça ? Oui, alors en fait, la Terre au départ s'est agglomérée de matériaux plutôt secs. À la distance de la Terre au Soleil, on n'a pas une eau qui est très abondante dès le départ. Et donc, à la fin de la formation de la Terre, dans les modèles en particulier qu'on a élaboré à l'Observatoire de la Côte d'Azur, eh bien, on a montré qu'il y a eu beaucoup d'impacts et ces impacts d'astéroïdes potentiellement riches en eau auraient donc apporté l'eau, et pas seulement l'eau d'ailleurs, aussi la matière organique qui constitue les briques du vivant. Et donc, non seulement ces petits corps seraient à l'origine de l'eau sur Terre, mais en plus, ils auraient contribué à apporter tous les éléments qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre, selon les modèles mathématiques. Alors, on va y revenir en détail. Là, l'image qu'on voit, c'est pas à l'époque à laquelle on est, la Terre ressemble pas à ça. Ah non. L'image que l'on voit là, c'est la Terre à l'heure actuelle. Mmh. Au départ, elle était d'abord fondue. Elle était liquide, puis elle s'est solidifiée et ensuite, elle a subi des impacts qui ont apporté tout l'eau et la matière organique. C'était, encore une fois, vers le centaine de millions d'années après le début du système solaire. Alors, pour vérifier cette théorie donc, de la venue de l'eau depuis l'espace, 2 grandes missions internationales ont été lancées. La première, Hayabusa, par le Japon en 2014, et la seconde, Osiris-Rex, par la NASA en 2016, si je ne me trompe pas. Vous avez participé aux deux, Patrick. Quel était l'objectif au départ ? Alors, l'objectif, c'était justement de répondre à cette question. Est-ce que les astéroïdes ont vraiment apporté l'eau ?
et la matière organique qui a permis à notre Terre d'exister telle qu'elle est. C'est ambitieux comme C'est projet. très ambitieux et en fait, la façon de le faire, c'est essayer d'aller récupérer des matériaux d'astéroïdes pour les ramener sur Terre, parce qu'évidemment, en les analysant dans les laboratoires terrestres, on obtient un degré de précision absolument extraordinaire par rapport aux instruments qu'on peut envoyer dans l'espace. Et ça, c'est le lancement de la mission, c'était le 8 septembre 2016, donc moi j'étais à Cap Canaveral. Je peux vous dire que quand vous participez à une mission comme ça, vous avez travaillé des années et que vous voyez la fusée s'envoler, vous êtes en même temps super excité, super content et en même temps super effrayé, Oui, à ce parce que moment-là, tout peut se passer. On croise les doigts à ce Ah oui, moment-là, oui, quand ça même. fait un bruit phénoménal. Donc c'était un lancement magnifique. On le voit après qu'un cyclone soit passé. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont passées. Et là, on a un ciel bleu. Et c'est une fusée Atlas 5 qui transporte la sonde Osiris-Rex, qui aura un voyage d'à peu près 2 ans 2 ans. pour rejoindre l'astéroïde Bennu, qui est donc la cible de cette mission, qui avait été choisie justement pour potentiellement répondre aux grandes questions qu'on se pose. Donc, Ryugu et Bennu, ça c'est le nom des 2 petits astéroïdes qu'on cible. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous pouvez nous les décrire un peu Oui, alors là, représente vous ce que avez c'est par exemple, vous avez Bennu. Donc en fait, on a la mission japonaise qui est allée voir un autre astéroïde, mais du même type. Ici, vous avez Bennu, il fait à peu près 500 mètres de diamètre, donc ça doit faire 3 fois la taille d'un stade de foot. Il est très noir, il est beaucoup plus noir que ce que vous voyez sur l'écran. En fait, il est aussi noir que le fond de l'écran. Et on le savait depuis la Terre qu'il était potentiellement riche en carbone. Voilà, donc c'était un objet. On l'a pas choisi au hasard. On l'a Ouais. pas choisi au hasard. On a cherché le matériau le plus primitif, c'est-à-dire celui qui est le plus fidèle à la composition d'origine du système solaire. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que contrairement aux planètes, ces astéroïdes sont suffisamment petits pour ne pas avoir chauffé. C'est pour ça qu'on cible et qu'on Voilà, essaye d'aller parce qu'en vers fait, ils ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui ont formé les planètes. Ces ingrédients, leur composition a été perdue dans les processus de chaleur que subissent les planètes. En fait, les planètes, c'est comme un gâteau. Un gâteau, vous avez mis plein d'ingrédients dans un bol, vous avez mis ça dans un four, ça s'est transformé en gâteau, mais quand vous avez le gâteau, vous n'avez pas la recette parce que tout s'est transformé. Et les astéroïdes sont les ingrédients de ce gâteau qui n'ont pas été justement transformés parce qu'avant d'avoir grossi au stade de planète, ils ont été barqués entre Mars et Jupiter. Donc en analysant leur composition, eh bien, on remonte à la composition initiale du système solaire. Et là, ce que vous voyez, c'est absolument incroyable parce que quand on est arrivé, alors les scientifiques ont fait plein de prédictions et on est toujours content parce que quand nos prédictions sont fausses, on est heureux parce qu'on a un nouveau défi, et quand les prédictions sont justes, on est aussi heureux. Et là, on avait dit aux ingénieurs, vous inquiétez pas, pour pouvoir se poser sur cet astéroïde, pour récolter un échantillon, il y aura plein de sable, de plages de sable au moins aussi grandes que 50 mètres sur un corps de 500 mètres. Et en réalité, quand on est arrivé, on a vu ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire que des rochers de partout. Donc, les scientifiques étaient super contents dans la salle d'opération parce qu'on a faux, on est content, on a un nouveau défi. Par contre, les ingénieurs des opérations étaient là en disant « Oui, alors maintenant, comment on fait pour se poser ?» Parce qu'on n'avait pas prévu ça. Vous ne l'aviez pas anticipé? Non, on n'avait pas anticipé qu'il y ait autant de rochers sur un corps 500 mètres de diamètre. Ça veut dire que la gravité, l'attraction qui nous lie à la Terre, elle dépend de la masse. La Terre étant très massive, j'ai beau sauter sur ma chaise, je retombe. Sur un astéroïde comme celui-là, en m'excitant, en vous parlant, je suis déjà en orbite. Parce qu'il y a très peu de gravité. Donc on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de matière qui repose sur une surface d'aussi peu de gravité. Alors, comment vous avez réagi face à ça? Alors attendez, par ailleurs, ce que vous voyez là, c'est que regardez le nombre de types de roches qu'on peut voir. On a des roches très noires. Les dimensions, c'est à peu près 5 mètres, 5-10 mètres pour la roche la plus grande. On a des roches très brillantes, anguleuses. Donc comment tout ça s'est aggloméré ensemble, c'est encore des choses sur lesquelles on travaille. Parce que là, le risque, quoi, la sonde, si elle a atterri là-dessus, elle se détruit. La sonde, en fait, la seule façon de récupérer un échantillon, c'est de faire ce qu'on appelle du touch and go. C'est-à-dire, on touche, on se débrouille pour récolter quelque chose et on repart. Parce que comme c'est très peu attirant, les roches peuvent bouger. Donc, la technique choisie, c'était de déployer un bras au bout duquel il y a un cylindre. Là, nous sommes à 300 millions de kilomètres de la Terre, 1000 fois la distance de la Terre à la Lune. Donc ça, commandé depuis la Terre? Avec un joystick, ça met 20 minutes. Donc tout ça est fait de façon autonome, avec de l'intelligence artificielle. La sonde, on lui apprend pendant des mois à se repérer. Et là, vous voyez lentement le cylindre se poser. Et quand il va se poser, ça c'est le film, une animation. Ça c'est un test en vol parabolique. Une fois que le cylindre se pose, il dégage de l'azote. Ça fait un vent artificiel qui entraîne la poussière de surface dans des chambres de récolte. Et on avait dit à la NASA, le but c'était d'avoir un minimum de 60 grammes pour considérer qu'on réussissait, sachant qu'on pouvait prendre entre 60 grammes
grammes et 1 kilo, selon l'état de surface. Et ça aussi, c'est un défi, c'est que quand on y va, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Donc, c'était même pas sûr que le mécanisme récolte quoi que ce soit. Vous aviez aucune idée, une fois que la récolte a été faite, vous aviez aucune idée de la quantité à ce moment-là de ce Alors non, alors ça c'est la réalité, c'est le terrain de Bénoux. Vous voyez le cylindre juste avant qu'il se pose. Et en réalité, ce qui était complètement dingue, c'est qu'en dépit du fait que là, vous voyez de la roche, hein, donc des cailloux. Quand je prends un caillou, que je me le mets sur la tête, ça me fait mal. Et ben, en fait, quand le cylindre il a touché ces cailloux, elles sont enfoncées comme dans un bord mou, comme s'il n'y avait aucune réaction. En fait, ces cailloux avaient très peu de cohésion et se sont écrasés, ce qui fait que le cylindre s'est enfoncé à 50 cm dans la surface. Et si on n'avait pas activé les propulseurs pour faire redémarrer la sonde, peut-être qu'on traversait la surface. Ah oui, à ce point-là. Voilà. Et en fait, il y a eu une quantité de matière incroyable. Donc, on savait qu'on avait beaucoup pris. Et on a voulu regarder l'état du cylindre une fois qu'on avait récolté. Donc, le bras, vous avez vu tout à l'heure, on l'a tourné vers les caméras. Et qu'est-ce qu'on voyait? Les particules repartir. En fait, il y avait un trop-plein. Il y avait une indigestion. Mais alors ça veut dire que vous avez trouvé un site d'atterrissage quand même à la base. Ah oui, mais alors le site resté sur le fait que c'était compliqué de trouver un endroit. Eh ben le voilà. Regardez bien, ça c'est le site d'atterrissage. Donc les ingénieurs avaient une précision à l'atterrissage d'une 50aine de mètres au départ, à 300 millions de kilomètres de la Terre. Et en fait, en parcourant l'objet, fort d'ailleurs de l'aide du guitariste du groupe Queen, Brian May, oui, qui est aussi astrophysicien, qui nous a aidé à faire des images en 3 dimensions de ces sites. Il ne fallait pas que les roches fassent plus que 1 mètre de diamètre, de hauteur pour se poser, parce que sinon, ça posait un problème pour la sonde. Et les seuls sites qu'on a trouvés faisaient à peine 10 mètres de diamètre. Vous voyez, là, il y avait un trou de 10 mètres. Un atterrissage de haute précision. C'est incroyable. Et donc, le 20 octobre 2020, quand ça s'est passé, malheureusement, c'était pendant la pandémie, donc on a tout suivi ça en ligne. Je peux vous dire que c'est très long, hein, la descente, elle est lente, parce qu'il n'y a pas de gravité, il faut y aller doucement. C'était chaud. Bon, il y a beaucoup de science, beaucoup de préparation en amont, mais il y a aussi quand même un peu de chance dans tout ça. Non, il n'y a pas de la chance. Il y a de l'adaptation. En fait, la chose que je dirais aux jeunes qui sont dans la salle, il y en a quelques-uns, eh bien, c'est que faut pas avoir peur de prendre des risques et surtout, faut prendre les défis comme des challenges. En réalité, là, c'était presque impossible. Et plutôt que de se dire dans la vie, quand on a une difficulté, je vais pas y arriver, il faut se dire, oh là, allez, on se donne les forces, on s'entoure de gens compétents, on travaille tous ensemble, comme des fous, et on finit par trouver des solutions. Donc en fait, j'ai l'impression que le cerveau, selon comment on l'oriente, soit il va buter, soit au contraire, il va trouver une énergie, comme quand on a un taureau qui nous court après, on court plus vite que sans taureau. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et en tout cas, là, ça a été fructueux. Ah ben oui, mais à chaque fois, et ça, le spatial est très bon pour ça, c'est que dans toutes les missions spatiales, le taux d'échec par rapport à toutes les hypothèses qu'on doit faire est incroyablement faible, mais c'est pas parce qu'il y a un miracle. C'est parce qu'à un moment donné, on se dit non, il faut qu'on y arrive. C'est comme les problèmes qu'on a à résoudre sur Terre. Hein. Si on adapte le même état d'esprit, on trouve des solutions. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il faut des optimistes quand on travaille dans le spatial. Toujours. Le verre à moitié plein. Toujours. Bon alors, une fois qu'on a récolté les échantillons, il a fallu faire le trajet retour. Ça a pris combien de temps là? Alors le trajet retour, il a pris 2 ans. Puisque les échantillons sont rentrés dans l'atmosphère terrestre le 24 septembre 2023. Tout ça a été rediffusé en direct sur le site de la NASA. Voilà. Là, on voit le parachute. Ça, c'est l'arrivée voilà, sur Terre. C'est la capsule qui rentre dans l'atmosphère à très haute vitesse. C'est pas en Australie, c'est dans le désert de l'Utah. L'Australie, c'était pour la mission japonaise. Et c'est dans le désert de l'Utah où vous voyez la petite capsule qui a fait un parcours de milliards de kilomètres en tout, et qui arrive avec le parachute qui s'est heureusement déployé, sinon c'était foutu. Donc, toutes les étapes sont risquées. Et donc, toutes les réussites sont des sources de joie incroyables. Et là, la capsule, finalement, arrive sur Terre tranquillement et ensuite est amenée au Johnson Space Center de la NASA à Houston, dans le centre de conservation des échantillons. Et par contre, ici, ça c'est à Nice, puisque nous avons 100 mg qui nous ont été attribués. Vous avez ici au premier plan. Vous avez récolté combien? Alors, on a récolté 120 grammes, 2 fois plus que l'objectif qu'on avait donné à la NASA. Yes, donc on a vraiment bien réussi. Et là, vous avez 100 mg. Alors 100 mg, pour les cosmochimistes, c'est énorme. Moi, on voit à peine à l'œil nu. Et en fait, avec ça, ils sont capables de dater, de mesurer toute la composition. C'est extraordinaire. Et nous avons un grand cosmochimiste. Des échantillons a été mémorable aussi. Voilà. Alors en fait, ils sont arrivés au laboratoire CREA à Sophia Antipolis. On a un partenariat Observatoire de la Côte d'Azur et le laboratoire CREA, qui est un laboratoire de matériaux. Et vous avez ici Guy Bourrel au centre, qui est le cosmochimiste d'ici, qui est un expert d'analyse d'échantillons. Et vous avez ici le petit cylindre qui contient l'échantillon, qui a été envoyé par une enveloppe FedEx.
Et en fait, on avait prévenu Aussi la simplement presse, que parce que ça arrive quand même de plusieurs milliards de kilomètres d'ici. Quelque chose d'aussi précieux, finalement, est passé par la Et Poste. une mission de 1 milliard de dollars, des centaines de millions de kilomètres de voyage. Et puis finalement, le type qui avait l'enveloppe FedEx, il s'est retrouvé avec tous les journalistes à côté. Il a eu une grosse frayeur en se disant qu'est-ce que je transporte. Et il a dû s'en souvenir. Et en fait, il transportait, voilà. Ça, c'est l'intérieur du cylindre Donc ça, c'est de ce que vous avez récolté. Ouais, alors c'est l'extérieur du cylindre en fait. Quand on a ouvert la capsule qui contenait les échantillons, même en dehors du conteneur, on a trouvé des échantillons. Et vous voyez, c'est très noir, c'est très peu dense. Et donc là, vous avez la matière la plus primitive, la plus âgée qu'on ait à disposition. Le matériau terrestre, les plus vieux, ont quelques milliards d'années, c'est les zircons d'Australie. Ça a 4,567 milliards d'années. C'est-à-dire que c'est les premiers solides qui ont condensé dans le gaz qui a formé notre système solaire. C'est absolument incroyable. Et alors, quelle est la première chose qu'on fait quand on reçoit ça ? Quand on reçoit ça, déjà, on se remet de nos émotions. Première chose. Deuxième chose, on réalise. Et la troisième chose, c'est qu'on commence à analyser les échantillons. Alors, il y a une équipe d'analyse préliminaire qui fait partie de la mission. Et au bout d'1 an, les échantillons sont ouverts à la communauté internationale sous forme d'appel d'offres, sachant qu'en fait, on n'analyse que 30% des échantillons. 70% sont réservés pour les futures générations qui auront des capacités d'analyse beaucoup plus élevées que celles qu'on a. Donc, c'est vraiment, ça occupe des générations de chercheurs. Et là, on a commencé à découvrir des choses absolument incroyables, puisque on a découvert de la matière organique, des acides aminés. On a 14 des 20 acides aminés du vivant sont contenus dans ces échantillons. On a toutes les nucléobases de l'ADN et de l'ARN. Donc voilà, au niveau matière organique, c'est absolument génial. Et en plus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a trouvé toutes les briques du vivant, tout ce qui une sert à partie des briques du vivant. Après, il y a l'eau. Et là, ce qu'on a découvert, c'est des sels minéraux, donc des carbonates. Alors, je sais pas, voilà, ici, vous voyez, ça, c'était sur Bennu lui-même. La trace blanche, c'est des veines de carbonate. Alors, ça veut dire quoi ? C'est des sels minéraux qui sont les témoins d'une altération par de l'eau qui était riche en sels dissous, des saumures, ce qu'on appelle des saumures. C'est une preuve indirecte de la présence de l'eau. Ah oui, mais c'est une preuve. On a aussi des minéraux hydratés, donc il y a aussi de l'eau. Mais là, on a vraiment la preuve que le corps, à l'origine de Bennu, était un monde qu'on appelle un monde océan, qui était fait plein d'eau et de saumures, dont finalement ces sels minéraux sont la preuve de la précipitation de ces ponures quand ils sont évaporés, un petit peu comme les marais salants. Donc on a vraiment une activité hydrothermale, beaucoup d'eau sur le corps parent, preuve que l'eau existait très tôt dans le système solaire sur ces corps et qu'effectivement, ce scénario d'apport d'eau sur Terre par des impacts semble, disons, vérifié par ces observations qu'on a des corps riches en eau, riches en matière organique, qui ont tapé la Terre dans les premiers instants de sa vie. Alors donc, si on trouve des traces d'eau et même de l'eau sur ces astéroïdes, est-ce qu'on peut en trouver ailleurs que sur Terre ? Ah oui, alors justement, ça c'est la grande problème, c'est la quête de l'eau hors du système solaire. Est-ce qu'on est les seuls à avoir un océan ? On sait que Mars, il y a 3 milliards d'années, avait de l'eau à sa surface. Bien sûr, Mars n'avait pas les conditions, elle est trop petite, donc elle n'a pas pu garder son atmosphère, etc. Donc du coup, à la surface de Mars maintenant, la pression n'est pas suffisante pour avoir une eau liquide, mais on a ces canaux qui sont la preuve d'écoulement d'eau. Il y en a peut-être en sous-surface, mais on en a aussi ailleurs et en grande quantité. Alors, on va peut-être aller voir. Alors d'abord, il faut préciser, ça c'est un diagramme qui vous montre la température en fonction de la distance au Soleil. Donc vous voyez que la température est très élevée quand vous êtes près du Soleil, évidemment. Et puis plus on s'éloigne du Soleil, plus elle diminue. Et il y a un moment donné, vous allez voir, où on va avoir une distance à laquelle l'eau se condense en glace. On appelle ça de façon très romantique la ligne des neiges. Donc c'est la ligne à partir de laquelle l'eau se condense en glace. Et dans le système solaire, elle est dans le système solaire, elle est pas très loin du Jupiter. Elle a 4 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc ça veut dire c'est que la plus grosse qu'on voit à l'image. Donc ça veut dire que les corps glacés sont plutôt au-delà de Jupiter et les corps secs sont plutôt en deçà. Or, il se trouve qu'on a découvert de la glace entre Mars et Jupiter. Donc ça veut dire que cette glace-là, elle a dû venir d'une région au-delà de Jupiter. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu mélanger entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes, des corps en même temps rocheux, métalliques et riches en glace, alors que la glace n'est pas stable à cette distance-là. Et c'est là qu'on a fait des modélisations qui ont montré
que lorsque les planètes géantes se sont formées, avant même que les corps, les planètes telluriques se forment, eh bien, Jupiter a migré vers le Soleil, jusqu'à une distance de Mars au Soleil, et ensuite, grâce à Saturne qui l'a rattrapé, est reparti pour se mettre là où il est maintenant. Et ce phénomène de migration a permis d'amener de la matière formée derrière lui, plus près du Soleil, pour ensuite, quand il est reparti, se mélanger avec de la matière qui était formée plus près du Soleil. Et donc, ça veut dire que ça a permis de mélanger, finalement, les objets riches en eau avec les objets riches en roches dans cette ceinture des astéroïdes, et ensuite, eh bien, de permettre de l'apporter à la Terre pour fabriquer nos océans, etc. Donc, on a eu un système solaire qui, contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques années, n'a pas été statique, tranquille, comme on peut le voir maintenant avec les planètes formées là où elles sont. En réalité, on a eu ces phénomènes, ces espèces de danses planétaires qui ont permis de faire un mélange. La position est importante, mais il faut aussi des conditions particulières sur une planète pour pouvoir conserver après l'eau. Absolument. Pour l'instant, on a que. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on n'a qu'une Terre dans le système solaire qui accueille de l'eau à l'état liquide, parce qu'elle a une atmosphère et elle a des conditions de pression et de température qui permettent à cette eau d'exister. Quand même quelque chose de très troublant, c'est qu'on a une sœur jumelle qui est Vénus, qui est pas très loin de la Terre, qui a la même masse de la Terre, et elle est partie, comme disent les jeunes, en live, dans une autre direction, puisqu'elle a un effet de serre incroyable, il fait 400 degrés à la surface, 90 fois la pression de la Terre, il pleut de l'acide sulfurique, voilà. Alors qu'elle aurait pu avoir un destin comme la Terre. D'ailleurs, on essaie de comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça. Et la Terre, on a une idée de la quantité d'eau qu'on a sur Terre? Alors là, on l'a. Alors ça, c'est assez troublant. Quand vous récupérez toute l'eau qu'on a sur Terre et que vous la mettez dans une sphère, cette sphère, elle fait à peu près la taille du Texas. Le diamètre, c'est à peu près 1400 km. Je crois que c'est aussi la distance de Nice à Londres. C'est très peu, finalement. Ça, c'est toute l'eau que vous voyez là. Et vous avez une autre petite sphère. Donc ça, c'est toute l'eau, les océans, l'eau salée, l'eau douce, etc. La petite sphère à côté, elle fait près de 250 km de diamètre. Et là, c'est l'eau douce. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, on se rend compte que c'est précieux. Hein, voilà, c'est précieux. Alors, heureusement, on a un cycle qui fait que ça se renouvelle. Parce que si on devait, voilà. Mais ça veut dire aussi que malheureusement, on n'a pas nécessairement de l'eau potable qui est pour le coup la petite sphère que vous voyez encore moins, qui fait 50 km de diamètre. Cette eau potable, même si elle renouvelle, on n'en a pas nécessairement à disposition tout le temps et partout. D'où le fait qu'il faut quand même faire un peu attention. Alors là, on a évoqué une première théorie, hein, donc l'eau serait venue de l'espace, mais il y a une deuxième théorie. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Alors, la deuxième théorie, ça serait qu'en fait, l'eau, après, c'est à peu près la même, parce que de toute façon, la Terre, elle est faite de matériaux venus de l'espace qui se sont agglomérés. La question, c'est le timing. Est-ce que l'eau a été apportée dans les premiers instants, et puis après, par dégazage du manteau, elle est allée fabriquer les océans? Ou alors, est-ce qu'on a fait une terre sèche qui ensuite a apporté du matériau après? C'est là qu'il y a encore un petit débat dans la communauté, mais c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que de toute façon, il avait fallu un apport de matière qui était riche en eau, donc venant de quelque part de l'extérieur. Après, c'est le timing au moment auquel cette eau est arrivée. Mais bon, c'est un débat d'experts. On a trouvé de l'eau liquide ailleurs que sur Terre, que ce soit dans le système solaire ou même au-delà. Alors, on n'a pas trouvé de l'eau liquide, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vue, mais on soupçonne qu'il y en a. Et ça, regardez, cette image, c'est vous enlevez Jupiter, ça c'est Europe, et derrière vous avez Jupiter. Moi, je dis toujours, les astronomes, on est vraiment des mauvais businessmen, parce que là, je vais à la foire contemporaine, je fais signer ça par un artiste, et je vends ça à une fortune. Europe, mais on l'a pas fait. Europe, c'est une lune de Jupiter. Alors, Europe, c'est une lune de Jupiter. Jupiter a 4 satellites qu'on appelle galiléens, donc des espèces de gros corps qui tournent de façon à peu près circulaire autour de la planète. Et Europe est l'un d'entre eux, qui est en fait une énorme banquise pour lequel on a détecté, ce que vous avez vu tout à l'heure un peu amplifié, de la vapeur d'eau qui s'en échappe. Et en plus, vous voyez à gauche, c'est donc une banquise avec des failles et donc des fractures. Tout ça, c'est mobile. Et donc, il y a un océan d'eau liquide à la surface, en sous-surface, pardon, qui est chauffé d'ailleurs par les forces de marée exercées par Jupiter, hein, la gravité de Jupiter qui permet de faire un chauffage interne et donc maintenir cette eau liquide, probablement salée, et donc on a les conditions qui permettraient à une vie d'exister parce qu'on est protégé des rayons solaires donc sous la banquise et donc on aurait peut-être une activité possible. Donc c'est un des satellites candidats et on a un océan. Donc voilà par exemple un satellite qui a un océan.
Et alors, d'ailleurs, on a envoyé 2 missions pour aller vérifier ça de plus près. Absolument. Donc, on a la mission de la NASA Europa Clipper qui est partie en octobre cette année. Non, l'année dernière, pardon, on est déjà en 2025, avec une Falcon Heavy. Et donc, elle va rejoindre dans les années 2030, parce que les voyages sont très lents. Combien de temps pour aller Europe. là-bas? Alors, elle va arriver en 2030, donc ça met à peu près 6 ans. Et ensuite, c'est en 2031 qu'elle va faire des survols à très basse altitude de Europe avec un radar. Elle va sonder l'intérieur de Europe et nous dire quelles sont les caractéristiques de cet océan. Et là, vous avez vu, évidemment, à la salle d'opération, au moment du lancement, tout le monde saute de joie. Et là, vous voyez la coiffe s'enlever pour ensuite mettre dans l'espace interplanétaire la sonde Europa Clipper qu'on va voir probablement se détacher ici. Une sonde magnifique. Et l'autre mission, alors, l'autre mission, Vive l'Europe, c'est l'Agence spatiale européenne qui a lancé sa mission JUICE en 2023 pour aller voir cette fois-ci les satellites galiléens. En fait, elle va en voir plusieurs. Elle va faire des survols de Europe, mais elle va se mettre en orbite en 2034. Oui, il faut aimer le temps long dans le spatial, très important, et être un peu résistant parce que voilà, on prend de l'âge. Et en 2034, elle va se mettre en orbite autour de Ganymède. Ganymède, qui est le plus gros satellite d'une planète, même plus gros que Mercure, la plus petite planète, enfin une des planètes de notre système solaire, la plus proche du Soleil. Et tous ces satellites, en fait, sont des candidats, à part Io, qui est le plus près, pour avoir un océan liquide. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre est-ce que ces satellites glacés autour des planètes géantes peuvent accueillir un océan qui serait d'ailleurs beaucoup plus volumineux, puisqu'on a vu le volume de celui de la Terre, que l'océan terrestre. Alors, c'est pas tout, on va aller aussi voir les lunes de Saturne. Ah ben oui, alors ça, donc Jupiter est la plus proche de nous, la planète géante la plus proche de nous, 300 fois la masse de la Terre. Et puis on a Saturne, dont vous connaissez les anneaux magnifiques. Jupiter aussi a des anneaux, mais on ne les voit pas. Saturne a des anneaux, et dans ces anneaux et au-delà, on a des satellites. En particulier, on a un satellite qui est Encelade. Alors, Encelade est tout petit, il fait 500 km de diamètre. Vous voyez ici la Terre, la Lune, et Encelade juste en dessous. Ah oui, c'est à l'échelle là. Oui, c'est à l'échelle, donc vraiment tout petit. Et c'est aussi un candidat pour avoir un océan liquide, puisque vous voyez, on a détecté des geysers sur Encelade. Donc, on a ce qu'on appelle du cryovolcanisme. C'est du volcanisme de glace. Et je vous parlais tout à l'heure de ces fameux carbonates, ces sels minéraux. Eh bien, dans ces éjections de vapeur d'eau, eh bien, on a détecté des carbonates. Donc, on a une activité d'eau salée à l'intérieur. Vous voyez, ces images magnifiques ont été prises. C'était la mission Cassini qui est restée autour. C'est des vraies images, ça. Ah oui, c'est des vraies images. Non, mais c'est un truc de fou quand même, parce que on est à des milliards de kilomètres de la Terre. On a l'impression d'être là. Et cette mission a été un succès phénoménal. Et donc, voilà, vous voyez Encelade avec ses cratères, avec ces espèces de failles. Et donc, cette activité interne, vous voyez ces espèces de jets de cryovolcanisme qui sont les témoignages d'un océan liquide à l'intérieur avec un chauffage, parce qu'il faut de l'énergie aussi pour faire de la vie. Et donc, on a encore une fois toutes les conditions pour avoir de la vie. Alors, on a des projets d'aller voir des satellites comme ça, pas encore complètement financés. Allez-y, on étudie ça. Ça, c'est des voyages de plus 7-8 ans, bien sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, l'énergie apporte l'énergie. Alors, Encelade, c'est pas la seule qui nous intéresse. On peut aller voir aussi. Là, on va voir une autre grosse bête, parce que Titan qui est le satellite. Porte bien son nom. Pardon ? Je dis, elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom, oui. Alors ça, c'est 5000 km de diamètre, encore une fois, plus gros que notre Lune, qui fait 3400 km de diamètre. Et Titan est magnifique parce qu'elle a une atmosphère très riche en azote. Et on se dit que c'est peut-être comme notre Terre, il y a 4 milliards d'années. Comme il fait très froid vers Saturne, tout évolue plus lentement. C'est pour ça qu'on met nos aliments dans le frigo, parce que c'est comme ça, ils pourrissent plus lentement. Eh bien, Titan, à peu près, est encore dans le stade d'évolution de la Terre il y a 4 milliards d'années. Donc, en étudiant Titan, on peut peut-être observer ce qui se passait sur la Terre à 4 milliards d'années quand la vie a démarré. Et en plus, on s'est aperçu, grâce à la mission Cassini, qu'elle a aussi un océan liquide à l'intérieur. Donc, on a vraiment toutes les conditions pour peut-être avoir ce qu'on appelle une chimie prébiotique, c'est-à-dire qui pourrait démarrer une vie. Et c'est pourquoi on a des missions qui s'intéressent à Titan, parce qu'on a en quelque sorte une autre Terre dans un congélateur qui nous attend. Alors, qui nous attend, il faut y aller, mais on y est déjà allé, puisque là, vous avez la sonde Cassini avec son radar qui a survolé Titan et nous a fait découvrir qu'on a un autre corps qui a du liquide à la surface dans le système solaire. C'est d'ailleurs
la Terre, c'est de l'eau, là, c'est des hydrocarbures. En même Donc, temps, si on peut aller le récupérer, on a du pétrole. On y allait, et là, on prévoit même d'y retourner. Voilà, donc ça, c'est des lacs, ça fait 1000 km de long, hein, ces lacs, hein, c'est dans l'hémisphère nord. Alors, les montagnes, on a multiplié par 10 les hauteurs. Hein. Mais vous voyez, on a tous ces lacs d'hydrocarbures absolument incroyables. Et on a donc cette atmosphère riche en azote, hein, et en méthane d'ailleurs aussi. Donc on a du liquide, on peut avoir du liquide à la surface d'une autre planète. Bon, je ne vous encourage pas à aller vous baigner, c'est comme dans la Seine à Paris, quoi qu'il y en a qui y sont allés. Et à l'intérieur de ça, on a un océan liquide, mais on a fait plus fort que ça. Parce que là, c'est l'Europe. Alors, on en a très peu parlé à l'époque, alors que c'est pour moi la manip spatiale la plus incroyable. Le 14 janvier 2005, un petit module appelé Huygens de l'Agence spatiale européenne a atterri sur Titan. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est ça, c'est la descente où on voit, ça, c'est les restes d'un lac. Et tout ça, c'est complètement gelé à la surface. Il fait moins de 200 degrés dans l'atmosphère. Et on voit ce petit module menu d'un parachute descendre lentement dans une atmosphère très opaque. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Et on découvre là les images jusqu'à l'atterrissage. Elle a survécu. Et vous voyez, ça, on est sur Titan, c'est à des milliards de kilomètres de la Terre. Ce sont des cailloux de glace d'eau avec du méthane, tout ce qu'on aime. À ce moment-là, on a envoyé quelque chose qui est resté fixe. Là, on prévoit d'envoyer donc une nouvelle mission Dragonfly. Et là, on va bouger sur Titan. Exactement. Donc là, Huygens s'est posé. C'est incroyable. On a réussi. Moi, je ne m'en remets toujours pas. D'ailleurs, c'était le 20e anniversaire cette année. Ça aussi, je ne m'en remets pas. Ça fait le temps. Et là, vous avez le parachute. Vous avez vu l'ombre du parachute? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le parachute qui s'est posé. On est là. Bon, next, please. On a donc prochainement une mission de la NASA qui, on l'espère, on croise les doigts parce que le budget du président... Voilà, ça, c'est le parachute de Huygens qui se déploie. Vous vous rendez compte les hypothèses qu'il fallait faire, qu'il fallait bien que le parachute s'ouvre après des années de voyage. Hein. C'était la sonde est partie en 1997, Cassini. Donc, c'est 8 ans après, tout marche. Le parachute qui est OK pour l'atmosphère de Titan, dont on ne connaissait pas bien les propriétés, et en plus, avec les conditions de froid, les instruments, c'est incroyable. Donc, si le budget du président américain n'annule pas cette mission... Ah non, alors j'avais une autre chose avant, mais il y avait un petit hélicoptère qu'on va envoyer pour une mission qui s'appelle Dragonfly, dans laquelle la France est impliquée, et c'est un hélicoptère qui va survoler des endroits de Titan. Un drone même. Hein. Voilà, c'est une sorte de drone, muni d'une pile nucléaire pour pouvoir fonctionner, et qui va survoler plusieurs endroits de Titan où on pense qu'il pourrait y avoir cette chimie prébiotique, comme je vous le disais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des comètes qui tapent sur Titan, et quand elles tapent, ça chauffe, et donc ça permet à l'eau de se transformer en liquide. Et avec la matière organique qui est à la surface, la matière organique peut se mélanger avec cette eau et s'écouler dans l'océan liquide qui est à l'intérieur et peut-être démarrer quelque chose, et peut-être que ça a déjà démarré. Et là, l'objectif avec Dragonfly, c'est d'aller forer un peu le sol et justement de récolter encore une fois des échantillons. Voilà, mais pour les analyser sur place, hein, parce que déjà y aller, ça met du temps, parce qu'elle n'y sera pas avant 2032 ou 2034. S'il fallait encore revenir... c'est très compliqué. Aller quelque part, on sait faire. Revenir, c'est toujours compliqué, parce que là, on plus prendre de risques du tout pour s'assurer qu'elle revient. Mais c'est déjà incroyable d'envoyer un hélicoptère qui va nous renseigner à plusieurs endroits, atterrir, redécoller. C'est de la science-fiction, mais ça n'en est pas. C'est mieux que la science-fiction, même dans les films. Là, on était dans le système solaire, mais on cherche quand même en parallèle aussi, en dehors du système solaire, comment on fait pour aller chercher de l'eau à des milliards d'années-lumière? Oui, alors ça, c'est aussi une révolution. Hein, depuis 1995 et la première découverte de ce qu'on appelle une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une autre étoile, par Michel Magnier et Didier Queloz, qui ont le prix Nobel et qui ont découvert ça à l'Observatoire de Haute-Provence, hein, pas loin d'ici. Eh bien, on a découvert des milliers de planètes autour d'autres étoiles. Alors, une fois qu'on a découvert ces planètes, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de les caractériser, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur atmosphère. Est-ce qu'il y a des indices qu'il pourrait y avoir de l'eau et de la vie, sachant qu'on ne pourra jamais y aller. L'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, la lumière met plus de 4 ans à arriver à nous, et avec nos technologies actuelles, il faudrait 80 000 ans pour y aller. Donc ça veut bien dire qu'on est loin de tout, hein. Faut jamais l'oublier, on ne va pas se sauver en allant vers une autre étoile. Et alors, quelle technique on utilise pour regarder à distance? Alors, pour regarder, donc ça, c'est bien sûr, c'est des images faites à la main. Hein. On n'a jamais visualisé une exoplanète comme ça. Ça serait le rêve. Hein. On n'en est pas là, et je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Donc, ce qu'on fait déjà pour détecter une planète autour d'une autre étoile, c'est qu'on regarde, quand elle passe devant l'étoile, et bien évidemment, ça va faire diminuer la luminosité de l'étoile. Ça fait une petite ombre. Et donc, si une planète passe devant une étoile, ça diminue sa luminosité. Alors, il faut au moins
2 passages, parce qu'on pourrait avoir quelque chose qui passe devant uniquement, mais au bout de 2 fois, eh bien, on sait qu'on a un corps qui a tourné autour de cette étoile et on sait combien de temps on a mis, puisqu'on a 2 diminutions de luminosité. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Vous voyez, le cercle décrit la trajectoire de la planète. Vous avez le truc jaune, c'est l'étoile. Et quand la planète passe devant l'étoile, ça diminue sa luminosité. Et donc, si on a ça 2 fois, on sait qu'elle a fait un tour. Mais encore mieux... Mais là, ça ne nous donne pas le contenu en matière... Ça nous donne pas. On sait qu'il y a une planète qui tourne autour d'une étoile. C'est ça, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. On peut savoir s'il y a de l'eau ou pas. Voilà. Quand vous voyez la planète sur le bord, hein, pas celle qui est au centre, c'est toujours la même, mais la planète sur le bord, la partie grisée, c'est l'atmosphère. Et en fait, quand la lumière de l'étoile qui est derrière traverse l'atmosphère de la planète, eh bien, une partie de la lumière va être absorbée par cette atmosphère. Et on a des bandes d'absorption qui sont caractéristiques des éléments qu'on cherche. Alors vous imaginez, hein, c'est quand même pour arriver à faire ça, c'est parce que là, la lumière de l'étoile, elle est tellement grande que c'est comme si je prenais une lampe torche et que j'allumais une allumette à côté, vous ne verrez pas la lumière de l'allumette. Hein. Donc il faut vraiment des instruments incroyables et c'est pour ça qu'on a envoyé le télescope James Webb, qui est un télescope oui, parce que l'idée, c'est de sortir de notre atmosphère pour pas polluer d'avoir un une peu résolution, et surtout d'avoir une résolution énorme, parce que là, on cherche vraiment une aiguille dans une botte de foin en termes de signal. Et on a réussi à le faire, puisque le prochain diagramme que je vous montre, alors c'est un diagramme un peu compliqué, on appelait ça des spectres, mais ça vous montre des bandes caractéristiques, par exemple de l'ozone, du dioxyde de carbone. Donc quand vous avez ces pics, ça, c'est la longueur d'onde hein, sur l'horizontale. Quand vous avez dans une certaine longueur d'onde un pic, ça vous dit qu'est-ce qui est renvoyé. Et là, on voit qu'on a, pour cette planète-là, détecté de l'ozone, de l'eau, du dioxyde de carbone. Et à partir de là, on essaie d'en déduire, est-ce que c'est la signature d'une présence de vie, puisque notre oxygène, par exemple, sur Terre, elle est due au fait qu'on est là. Et donc, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais ça veut dire qu'on commence à détecter des planètes qui sont ce qu'on appelle dans la zone habitable, c'est-à-dire une distance à leur étoile qui permet à l'eau d'exister, pour autant qu'on ait les bonnes conditions de pression, etc. Hein, c'est toujours un petit peu, on fait des raccourcis, mais c'est à peu près ça. Et puis après, on essaie de voir s'il y a d'autres caractéristiques qui nous donnent ces indices, parce que comme je vous le disais, on ne peut pas faire des images comme l'image de la Terre magnifique qu'on a ici. On ne peut pas le faire pour des planètes en dehors de notre système solaire. On obtient des informations de manière indirecte, mais quand même, c'est extraordinaire. Ah oui, ça veut dire, on savait que l'eau est certainement abondante dans l'univers, parce que H2O, c'est quand même une molécule assez stable, mais qu'elle soit présente à l'état liquide, ça, c'est plus difficile. Et on l'a vu, on l'a sur Terre, c'est la seule planète, et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de faire très attention, parce qu'on est vraiment seul à avoir cette extraordinaire caractéristique qui permet aux vivants d'exister. Il y en a peut-être en sous-surface dans d'autres corps du système solaire, peut-être avec des démarrages de vie, on verra si on arrive à découvrir ça. Et puis, on cherche si ailleurs, effectivement, on en a, certainement, mais on n'aura que des preuves indirectes, puisqu'on ne pourra jamais y aller. Mais on va avancer, hein, parce qu'on a encore des tas de missions qui vont pouvoir explorer ça.